Beaucoup s'en souviennent, et celles et ceux qui ne sont pas nés assez tôt pour s'en souvenir en ont au moins déjà entendu parler. La canicule de 2003 a été en France et dans beaucoup de pays d'Europe un événement météorologique aux conséquences tellement dramatiques qu'il marque une rupture dans la manière dont ces pays conçoivent les enjeux climatiques. Ça n'a pas seulement été un moment de record des températures, mais aussi un moment de bascule dans l'histoire des politiques publiques. 2 semaines seulement du mois d'août 2003 ont provoqué 14 802 morts supplémentaires à celles qu'on attendrait normalement dans cette période. En comparaison, la canicule de juin-juillet 1976, qui était jusque-là considérée comme la grande canicule française moderne, c'était environ 6 000 morts en excès. Celle de 1983, 4 700. Aucune avant 2003 n'avait dépassé ce seuil et n'avait ne serait-ce que commencé à approcher ces chiffres. Et aucune depuis ne s'en est approchée, sauf si on compte l'été 2022 qui, avec ses 3 canicules consécutives, dépasserait légèrement les 10 000 morts en excès selon les estimations les plus récentes. Mais c'est un été entier qui représente encore 4 500 morts de moins que ces 2 seules semaines de 2003, qui font que cette canicule reste seule dans cette catégorie, à plus du double de tout ce qu'on avait connu jusqu'alors. Le Sénat, dans son rapport d'information de février 2004, parle d'un véritable séisme sanitaire auquel notre pays n'était manifestement pas préparé. C'est en 2003 que la France a compris qu'elle pouvait perdre en 15 jours l'équivalent d'une ville moyenne à cause d'un phénomène météorologique auquel elle n'avait jamais pris la peine de penser, alors que tout menait à croire que ça allait arriver un jour. Ce qu'on retient en général de 2003, ce qui a fait les gros titres à l'époque et qui revient dans les documentaires aujourd'hui, c'est toujours la même image. La France en vacances qui ne répond pas au téléphone, le gouvernement qui tarde à réagir, les hôpitaux parisiens débordés, et surtout les personnes âgées seules, retrouvées plusieurs jours après leur mort dans des chambres sous les toits, à 40 degrés. Ce que montre cette image, c'est vrai et c'est documenté, et donc ce n'est pas ça qu'on va aller déconstruire. D'une part parce que l'image, elle correspond à la réalité de la majorité des morts d'août 2003, et d'autre part parce qu'elle a servi. C'est à partir d'elle que le plan national canicule a été mis en place dès l'été 2004 avec le système d'alerte canicule et santé la même année. Les protocoles dans les EHPAD, la journée de solidarité, un peu plus discutable dans ce qui en a été fait, et un début de prise en compte des îlots de chaleur urbains dans l'aménagement des villes. Tout ça, c'est 2003. Et même si on trouve que c'est pas assez, on ne peut pas reprocher au pouvoir public de ne pas avoir agi du tout à cet endroit-là. Il y a une phrase dans le rapport de l'Observatoire régional de santé d'Île-de-France publié fin 2003 qui dit quelque chose d'intéressant. Elle dit « Les hôpitaux psychiatriques font le même constat d'une forte surmortalité dans les services non pourvus de climatisation. » Cette phrase-là, elle apparaît dans un paragraphe qui parle des services de gériatrie. Elle est là, cette phrase, mais elle est là d'une manière assez bizarre, comme si c'était juste dit en passant. Contrairement aux autres, elle n'est pas mise en avant, elle n'est pas chiffrée, elle n'est pas reprise, et elle fait un constat qui n'a pas du tout structuré le plan canicule qui a suivi. Cette phrase, elle dit une chose simple. Dans les services psychiatriques de la région parisienne en août 2003, on a observé une forte surmortalité, et cette surmortalité, elle était corrélée à l'absence de climatisation. Le constat est posé, et de fait, il n'est pas difficile à poser, puisqu'il est nourri par les certificats de décès signés par des médecins qui ont vu mourir leurs patientes et leurs patients sous leurs yeux. Mais c'est ce qui suit cette phrase qui est particulièrement intéressant, puisque ce qui suit cette phrase, c'est rien. Absolument rien. Pas d'enquête nationale dédiée aux morts en service psychiatrique, pas de ventilation des 14 802 morts selon qu'elles étaient en psychiatrie, en médecine générale ou ailleurs, pas de chiffres chocs, pas de bilan humain propre pour les personnes institutionnalisées en psychiatrie en août 2003, et dans les années qui ont suivi, il n'y a eu aucun plan de climatisation prioritaire pour les services psychiatriques. Il n'y a pas non plus eu de campagne de sensibilisation du grand public sur les antipsychotiques et la chaleur, pas de recommandations pour que les familles des patientes et des patients hospitalisés ou suivis en secteur sachent qu'elles auraient besoin d'un accompagnement spécifique dès qu'une vague de chaleur arrive. Rien. Et ce qui est le plus inquiétant, c'est que quand on les cherche, on les trouve, les chiffres. Ils ont été produits, ils existent, ils sont dans les archives publiques, mais simplement, ils n'ont jamais été mis sous le projecteur. Dans le rapport du Sénat numéro 195 de février 2024, section sur les caractéristiques des victimes, on peut lire ceci. Les personnes décédées étaient essentiellement des personnes fragiles, dans la mesure où 30% des victimes de plus de 60 ans souffraient d'une maladie mentale, 17% prenaient un traitement psychotrope, et 12% souffraient du diabète. 30%. Je sais pas si vous vous rendez bien compte du truc en fait, c'est-à-dire que un tiers des personnes âgées qui sont mortes pendant la canicule avaient un diagnostic psychiatrique. Alors que la prévalence des troubles psychiatriques chroniques chez les personnes de plus de 60 ans, elle est estimée entre 5 et 10% selon les études. Autrement dit, en 2003, les personnes psychiatrisées sont mortes 3 à 6 fois plus que leur proportion dans la population ne le laissait prévoir. L'Institut de veille sanitaire fait un autre constat encore plus frappant dans un rapport publié en octobre 2003. Parmi les personnes de moins de 60 ans mortes en établissement de santé en août 2003, 41% souffraient de troubles mentaux.
et près de la moitié des jeunes personnes qui sont mortes en institution avaient un diagnostic psychiatrique. Une étude cas témoin dirigée par Stéphanie Van Den Toren à Santé publique France, publiée en 2004, porte sur les personnes âgées mortes à domicile à Paris, Orléans, Tours et dans le Val-de-Marne. Quand on ajuste les statistiques sur l'âge, l'autonomie, le logement et les autres facteurs de risque connus, le fait d'avoir une maladie psychiatrique multipliait par 5 le risque de mort pendant la canicule. Et quelques années plus tard, en 2009, dans le journal américain de la psychiatrie gériatrique, l'équipe de Clémentine Nordon, Bruno Falissard et Hélène Verdoux publie une étude qui va encore plus loin. À partir de la base de données de l'assurance maladie, cette équipe va étudier la situation d'environ 2/3 des personnes de plus de 65 ans mortes en août 2003. Et le résultat, c'est que, à caractéristiques comparables par ailleurs, les personnes sous antipsychotiques avaient un risque de mort multiplié par 2 pendant la canicule. Sous antidépresseurs, ce risque, il était multiplié par presque 1,7, donc il augmentait de 70%. Donc encore une fois, les chiffres, ils existent, ils étaient publiables, et d'ailleurs ils ont été publiés. L'assurance maladie couvre 86% de la population française, et le programme de médicalisation des systèmes d'information permettait déjà, en 2003, de ventiler les décès hospitaliers par service. Autrement dit, les moyens techniques d'identifier précisément qui était mort et où, on les avait, ils n'ont simplement pas été mobilisés à cet endroit-là. Et aujourd'hui, donc 22 étés plus tard, quand on cherche sur le site du gouvernement le plan national canicule version 2025, on trouve une liste de populations cibles. Cette liste, elle commence par les personnes âgées de plus de 65 ans, puis on y voit les enfants de moins de 6 ans, puis les femmes enceintes, les sportifs et les travailleuses et travailleurs exposés. Les services psychiatriques, les MAS, les FAM, les ESAT, les foyers d'accueil pour personnes autistes ou pour personnes avec déficience intellectuelle, n'y figurent pas comme cible spécifique. On va uniquement parler pour ces personnes-là, de façon très vague, de personnes vulnérables ou de personnes isolées, des notions floues, sans critères opérationnels, et donc qui ne permettent pas de débloquer de budget dédié et d'initier des campagnes de sensibilisation spécifiques. Faut bien comprendre pour les quelques personnes qui me regardent et qui ont envie, comme très souvent dans mes commentaires, de m'accuser de faire de l'inclusivité pour l'inclusivité, que ici, il s'agit vraiment pas du tout de ça. C'est pas une question de représentation symbolique, de visibilité ou de représentation. Quand on fait de la prévention en santé publique, les mots qu'on choisit pour désigner les populations qu'on veut protéger, ils ne sont pas neutres. Les mots, ils déterminent qui sera ciblé par les campagnes, qui recevra les brochures, quels établissements seront climatisés en priorité, quelles formations seront données au personnel soignant, et au bout du compte, quelle vie on considère suffisamment importante pour être sauvée. Dire les personnes vulnérables, c'est pas une généralisation. C'est une façon de camoufler le fait qu'on va sélectionner les cibles des politiques de santé selon des critères librement établis. Et de la même façon, compter les morts, c'est aussi un acte politique. Ce n'est pas neutre non plus. Quand on décide qui est une victime identifiable et qui ne l'est pas, on décide aussi qui aura le droit à un plan de prévention, qui aura droit à une aide au financement d'un climatiseur, qui aura une ligne dédiée dans le budget de Direction Générale de la Santé, qui aura des protocoles adaptés dans son établissement, et qui aura une campagne d'information qui s'adresse à lui, à elle et à ses proches. En 2003, on a décidé que la victime type de la canicule, c'était la personne âgée, isolée dans son appartement parisien sans climatisation, et c'est devenu l'image réflexe préfabriquée de la personne morte pendant la canicule. Et autour de cette image, on a construit un plan. Ce plan n'a jamais concerné spécifiquement les personnes que les hôpitaux psychiatriques voyaient mourir dans leurs services non climatisés. Il n'a jamais concerné les résidentes et résidents de maisons d'accueil spécialisées, ni de foyers d'accueil médicalisés. Il n'a jamais concerné les personnes autistes, les personnes trisomiques, les personnes polyhandicapées, toutes celles qui vivent dans des institutions construites pour elles, mais jamais conçues pour les protéger de la chaleur. Il n'a jamais concerné les adultes psychiatrisés au long cours vivant chez leurs parents vieillissants, ni les personnes sous contention pharmacologique quotidienne. Ces corps-là, ils sont comptés dans les 14 802, leur existence n'est pas niée au point d'être retirée des chiffres, mais leur spécificité, elle est niée. Et c'est ça qui nous mène à où on en est aujourd'hui. C'est ça qui fait qu'alors qu'on aurait pu les protéger autrement, avec d'autres gestes, d'autres priorités et d'autres dépenses, on ne l'a pas fait. Et le problème, c'est que la canicule revient. Elle revient cet été, l'été prochain, celui d'après et encore celui d'après. Météo France et le GIEC le disent depuis maintenant 10 ans, les vagues de chaleur seront plus fréquentes, plus longues et plus intenses. Et les corps qui mourront en premier, ce seront les mêmes qu'en 2003, pour les mêmes raisons, sans qu'on ait fait l'effort de les compter à part entre-temps. Et les corps qui mourront ensuite, ils ne seront, comme en 2003, même pas comptés du tout. Parce que les 14 802 morts d'août 2003, c'est le comptage qui correspond aux 2 semaines de la période caniculaire elle-même. Mais les morts des semaines qui suivent, celles et ceux qui ne s'en sont pas remis, les infections qui ont gagné des corps affaiblis par la déshydratation, les décompensations cardiaques en chaîne, les suicides qui suivent les pics de température, ces morts-là,
elles ne sont pas dans les 14 802. Elles sont vouées à être diluées dans le bruit de fond des statistiques mensuelles de l'INSEE. Santé publique France a commencé il y a quelques années à essayer de rattraper ce comptage. En 2023, l'agence a publié un rapport qui estime à 33 000 le nombre de morts attribuables à la chaleur en France métropolitaine entre 2014 et 2022 sur l'ensemble des périodes estivales. Donc environ 3 700 morts par an en moyenne. 2 tiers sont des personnes de plus de 75 ans, un tiers des personnes plus jeunes. Autrement dit, sans même parler de canicule au sens strict, juste en additionnant les effets des étés chauds ordinaires, la France perd chaque année des milliers de vies qui ne sont pas dans les chiffres médiatisés. Et puis, après les premières personnes mortes pendant la canicule, après celles qui sont mortes dans les semaines qui suivent, il y a encore une troisième catégorie qu'on ne compte pas, et c'est les personnes vivantes, mais qui souffrent. Parce que la chaleur, elle ne fait pas que tuer, elle fait souffrir. Et elle fait souffrir énormément. Et elle le fait d'une manière qui est invisible dans les statistiques et quasiment impensée dans la recherche. Quand une vague de chaleur arrive, les urgences psychiatriques augmentent de près de 10%. C'est ce que montre une méta-analyse publiée en 2023 dans Lancet Planetary Health, à partir de données collectées sur plus d'1,5 million de personnes dans une vingtaine de pays. Les admissions pour schizophrénie, pour dépression, pour troubles anxieux, pour décompensations diverses grimpent systématiquement pendant les canicules. Et les suicides aussi. La même méta-analyse estime qu'1 degré de température mensuelle en plus augmente l'incidence des suicides de 1,5%. Sur un été très chaud, ça représente des centaines de vies. Dans les services psychiatriques, la clinique est connue des soignantes et des soignants, même si elle n'est pas toujours publiée. Les personnes institutionnalisées sous neuroleptiques dorment mal pendant des semaines et leur équilibre psychique s'effrite durablement. Les personnes autistes s'effondrent sensoriellement parce que la chaleur s'ajoute aux autres stimulations déjà difficiles à trier. Les personnes traumatisées voient leur reviviscence et leurs flashbacks s'intensifier parce que le système sympathique est déjà en alerte chronique et que la chaleur le sature encore plus. Les personnes qui réussissaient à vivre plus ou moins bien leurs troubles anxieux redeviennent incapables de sortir de chez elles. Et tout ça, ça arrive aussi dans des établissements rarement climatisés, avec des équipes en sous-effectif estival, dans un pays où on considère que ouvrir la fenêtre, ça suffit à régler le problème. Et puis il y a aussi un sujet dont on parle assez peu sur les médicaments. C'est une chose d'être précaire ou d'être vulnérable socialement, psychiquement ou institutionnellement. C'est un sujet sur lequel pas mal de personnes réfléchissent déjà, c'est une priorité sanitaire absolue que de le prendre en compte, mais ça ne doit pas éclipser un autre sujet, une autre chose à prendre en compte vis-à-vis des personnes psychiatrisées. Et c'est ce que ça peut avoir comme conséquence que de prendre quotidiennement un traitement qui empêche littéralement votre corps de se défendre contre la chaleur. Et ça, c'est notamment ce que font les antipsychotiques. Les antipsychotiques ont 2 effets qui, combinés, sabotent la thermorégulation. Le premier mécanisme en cause, c'est le blocage d'un neurotransmetteur périphérique qui s'appelle l'acétylcholine. Or, l'acétylcholine, c'est elle qui déclenche la sudation au niveau des glandes sudoripares. En d'autres termes, un corps sous antipsychotique transpire moins. Et il se trouve que c'est pas de bol, mais transpirer, c'est le principal moyen que le corps humain utilise pour se refroidir. Un corps qui transpire moins, c'est un corps qui surchauffe plus vite. L'autre mécanisme, c'est l'action des antipsychotiques sur la dopamine au niveau du cerveau et notamment de l'hypothalamus. Ce sont les circuits de l'hypothalamus, les circuits hypothalamiques, qui coordonnent la thermorégulation. Donc en plus de bloquer la sudation en périphérie, les antipsychotiques dérèglent leur poste de commandement, c'est-à-dire la zone du cerveau qui devait la déclencher. On reviendra sur les mécanismes précis dans une prochaine vidéo, parce que comprendre comment la chaleur est gérée normalement par le corps, c'est le seul moyen de comprendre vraiment pourquoi ces médicaments-là la sabotent. Mais pour l'instant, s'il y a un truc à retenir, c'est qu'environ 600 000 personnes en France prennent des antipsychotiques aujourd'hui, et que la moitié d'entre elles sont des personnes âgées. Et que beaucoup parmi ces personnes âgées sont institutionnalisées. Or, on sait depuis 2009 que, à caractéristiques égales, ces personnes ont 2 fois plus de risques de mourir en canicule. Et depuis 2009, on n'a toujours pas rendu obligatoire la climatisation dans les services qui les accueillent. Alors les antipsychotiques, c'est le cas le plus évident parce que le mécanisme est connu et bien mesuré et qu'il fait l'objet de publications en gros depuis 20 ans. Mais il faut pas pour autant aller croire que le problème ne concerne que les personnes qui prennent ces médicaments-là. Les antipsychotiques, c'est la partie visible, la partie documentée d'un problème beaucoup plus vaste que la recherche commence seulement à cartographier. Je le sous-entendais tout à l'heure, on a des études sérieuses sur tout un tas de trucs dont je vais parler, mais pas beaucoup. Enfin, en tout cas, beaucoup moins qu'on voudrait, et surtout qui sont pas assez relayées dans la communication publique. Mais elles existent. Donc encore une fois, dans une prochaine vidéo, je vais vous parler de ce qu'elles disent et des révolutions qui sont en train d'être faites sur la manière dont on comprend la thermorégulation humaine, et notamment chez les personnes neuroatypiques. Mais sans rentrer pour l'instant dans le détail, c'est important de dire ici que les personnes autistes ont, pour au moins une grande partie d'entre elles,
une innervation cutanée différente de la moyenne, et que cette innervation cutanée, donc la manière dont les nerfs sont distribués juste sous leur peau, modifie la façon dont leur corps va détecter la chaleur, et donc dont il va y répondre. Ça, typiquement, c'est documenté seulement depuis 2020 dans un article publié dans le journal Neurology. Et c'est important de dire aussi que les personnes traumatisées ont un système nerveux sympathique en alerte chronique et que ce niveau d'alerte modifie aussi leur réactivité sudorale de manière mesurable. Donc la manière dont leur corps va réagir à la chaleur et produire de la sueur. Ça, c'est documenté depuis 2016 dans une étude publiée dans Psychophysiology. Et c'est important de dire aussi que les personnes TDAH ont pour beaucoup d'entre elles une dysautonomie, c'est-à-dire une régulation atypique du système nerveux autonome, et que c'est ce même système nerveux autonome qui pilote justement le rythme cardiaque, la vasoconstriction et la sudation. Et ça pareil, c'est documenté que depuis 2020 dans une revue systématique publiée dans un journal dont je vais dire le nom vraiment avec un accent terrible, donc Neuroscience and Biobehavioral Reviews. Flemme de faire l'accent. Et puis, même si ça va un peu avec le reste, les personnes qui ont une hypermobilité articulaire ou qui ont plus spécifiquement un syndrome des lèvres dans l'os hypermobile, eh ben ces personnes, elles ont un système vasculaire différent qui rend leur vasoconstriction moins efficace, ce qui change radicalement leur façon de gérer la chaleur. Et l'air dans l'os hypermobile, quand c'est vénère, en gros, ça ressemble à ça. Et les études là-dessus, c'est encore plus récent, c'est documenté de façon sérieuse depuis 2022 dans Frontières in Psychiatry, avec une étude qui lie directement hypermobilité, dysautonomie et neuroatypie. La liste, je pourrais la continuer encore longtemps. Là, je cite ces 4 populations parce que ce sont celles sur lesquelles la recherche est la plus solide aujourd'hui. Mais il y en a d'autres, on pourrait parler des personnes qui ont une fibromyalgie, des personnes qui vivent avec un Covid long, certaines maladies auto-immunes ou un diabète ancien. Tous ces corps ont en commun d'avoir une thermorégulation qui ne fonctionne pas comme le corps statistique moyen sur lequel les recommandations publiques sont calibrées. Et tous ces corps ont en commun de ne jamais être mentionnés dans le plan national canicule. Alors évidemment, une fois qu'on a dit tout ça, la question qu'il faudrait se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait du coup? Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces informations, de tous ces chiffres, de toute cette invisibilisation systémique, du silence qui entoure tous ces corps meurtris et tués par le dérèglement climatique? Et la réponse, selon moi, elle doit se faire en prenant en compte 2 échelles. L'échelle individuelle et l'échelle collective. À l'échelle individuelle, oui, il va falloir s'armer d'une façon ou d'une autre face à ces événements qui n'en sont plus. Et il va aussi falloir apprendre à survivre. Moi, ce que je veux pas, c'est faire une chaîne YouTube qui serait un amalgame de petits tips de survie pendant la fin du monde. Déjà parce que je crois pas que ce soit la fin du monde pour de vrai, et puis parce que ne parler que de l'échelle individuelle et de ce qu'on peut faire pour survivre dans des conditions difficiles, c'est invisibiliser les structures qui rendent ces conditions difficiles, ou au mieux qui ne les aident pas à être plus simples, et donner l'impression aussi qu'il y aurait une espèce de forme de fatalité, que finalement on ne pourrait rien changer, donc autant apprendre à survivre du mieux qu'on peut. Donc moi, comme je crois pas à tout ça, je vais m'efforcer dans ce genre de vidéos, parce que oui, il y a d'autres vidéos qui sont prévues pour parler de la chaleur, de toujours traiter les 2 échelles en même temps. Oui, pour pouvoir lutter, il faut d'abord pouvoir survivre, ça c'est le soin. Mais non, la survie ne doit pas être notre seule lutte. Ça, c'est la politique. Donc à l'échelle individuelle, ce que j'aimerais poser ici, déjà, c'est quelques principes. Pour le détail, on verra ça dans les prochaines vidéos, avec le niveau de précision que ça mérite. Le premier principe, et c'est peut-être le plus important, c'est, comme à chaque fois, la reconnaissance. Si votre corps galère avec la chaleur, si tous les étés vous vous effondrez, vous n'arrivez pas à dormir, vous devenez irritable, si vous avez l'impression que votre cerveau ne fonctionne plus à partir de 28 degrés, si vous transpirez bizarrement, trop, pas assez, de la moitié du corps ou pas du tout, si vous avez l'impression d'être en décalage permanent avec les gens autour de vous qui disent juste «Ah oui, c'est vrai qu'il fait un peu chaud», alors que vous avez l'impression que vous êtes en train de crever, c'est que, a priori, entre nous, on peut se mettre d'accord sur le fait que vous n'êtes pas en train d'exagérer. C'est pas un caprice. Votre corps fait quelque chose que la majorité des corps autour de vous ne fait pas. Et ce que votre corps fait, c'est un truc qui est documenté, qui existe. Donc vous n'êtes pas juste faible par rapport à la chaleur. Donc déjà, voilà, premier truc, hein, on se sort de la tête toutes les notions de combattre notre intolérance à la chaleur à grands coups de volonté, d'habitude ou encore d'acclimatation. Hein, parce que ouais, on vous voit les gens qui se foutent en plein cagnard uniquement pour s'habituer à la chaleur qui va venir et qui épuisent jusqu'à la moelle toutes les ressources dont ils vont avoir besoin pour survivre au reste de l'été. Ça marchera pas, ça. C'est une question de physiologie, c'est pas une question de transition entre les saisons, ça sert à rien de faire ça, arrêtez. La reconnaissance, c'est déjà une forme de soin, et je vous promets que c'est pas juste une première étape ou un petit truc de soin qu'on peut faire vite fait, non, c'est déjà absolument énorme de pouvoir dire j'ai des besoins, j'ai des difficultés, je ne peux pas m'adapter. Beaucoup de personnes psychiatrisées ou neuroatypiques, et rappelez-vous que j'inclus le trauma là-dedans, elles ont intériorisé depuis l'enfance que leur rapport difficile à la chaleur, tout comme à n'importe quel objet problématique pour elles, c'était un problème de caractère ou de faiblesse ou de caprice. C'est pas vrai, ça n'a jamais été vrai, foutez-vous la paix.
Le deuxième principe, c'est qu'à partir du moment où vous savez ce qui se passe, vous pouvez commencer à aménager votre vie et votre environnement sans culpabiliser dans la limite de vos contraintes matérielles. Ça peut déjà commencer par s'isoler de la chaleur et de la lumière, tout comme on s'isole du bruit quand c'est nécessaire pour nous. Ça peut être aussi demander des adaptations de votre traitement à votre médecin quand c'est justifié. Parce que certaines classes de médicaments, notamment les neuroleptiques classiques et les médicaments avec un effet anticholinergique fort, peuvent poser problème spécifiquement en canicule. Et il existe souvent des alternatives au sein d'une même classe thérapeutique qui sont moins problématiques pour la thermorégulation. Et ça, c'est un sujet qu'on peut mettre sur la table avec ça ou son psychiatre en amont de l'été. N'attendez pas la canicule pour faire ça. Je voulais le faire, mais je vais pas dire de nom de molécules qui pourraient poser problème vis-à-vis de la chaleur, parce que j'ai pas envie que vous arrêtiez votre traitement parce que quelqu'un vous a fait peur en vous en parlant sur YouTube. Donc vous demandez à votre médecin, des fois même vous pouvez demander à votre pharmacien ou votre pharmacienne qui peuvent vous aiguiller, mais voilà, démerdez-vous. Désolé. Engager des aménagements, ça peut aussi commencer par expliquer à vos proches ce qui se passe pour vous, pour qu'ils comprennent. Parce qu'un entourage qui comprend, qui anticipe et qui demande, c'est une réserve d'adaptation supplémentaire. On peut aussi mettre en place des rituels et des routines, des solutions techniques qui permettent de passer l'été plutôt que de le subir. Le troisième principe, c'est de s'organiser collectivement à partir de l'échelle individuelle. Parce que quand vous êtes plusieurs à partager ces expériences, à les nommer, à les documenter, à les rendre visibles, vous construisez quelque chose qui ressemble un peu à une communauté politique. À ce moment-là, vous n'êtes plus un cas isolé qui se plaint, vous êtes plusieurs personnes qui vivent un truc commun et qui peuvent demander des choses à la société, par exemple. Et même en dehors du principe d'organisation politique, ça peut aussi être tout bêtement passer l'été avec des gens qui souffrent tout autant que vous de l'été. Vous plaindre ensemble, vous aider ensemble, vous rappeler de boire de l'eau et de mettre de la crème solaire ensemble. Ou même mieux, vous enfermer avec des gens qui vivent la même chose et puis regarder Lost avec les volets fermés tout l'été. C'est bien Lost, ça se regarde très bien en un été. Et si vous l'avez déjà vu, ou que vous le finissez trop vite pour que ça dure tout l'été, eh ben vous connaissez la règle. We're gonna need to watch that again. Et puis on en arrive à la deuxième échelle, l'échelle collective. À cette échelle-là, la question c'est ce qu'on fait en tant que société pour protéger les corps qu'on a identifiés tout au long de cette vidéo, mais il y en a encore plein d'autres. Il y a une série de choses qui devraient être faites, qui pourraient être faites, mais qui ne sont pas faites, alors qu'on pourrait littéralement se mettre à les faire demain matin si on le voulait vraiment. La première, c'est la plus évidente, et c'est une revendication politique absolument incontournable. La climatisation des lieux qui accueillent des personnes à risque. Pas la climatisation des bureaux de direction, d'accord, la climatisation des services de psychiatrie, des MAS, des FAM, des foyers d'accueil médicalisés, des foyers d'hébergement pour travailleuses d'ESAT, des EHPAD qui ne le sont toujours pas. Bon, tout ça, c'est strictement rien en termes pratiques. C'est un décret, une loi, un budget dédié, et c'est plié. Je vous rappelle, parce que ça me semble quand même pertinent, qu'on climatise sans aucun problème les data centers qui hébergent vos photos de vacances et les serveurs de grog pour faire des deepfakes de meufs à poil. Je crois qu'on peut climatiser les établissements qui hébergent des personnes vivantes. Je crois pas, même, je vous promets que c'est possible. Par contre, en termes de conséquences, c'est monumental. Au vu de ce qu'on sait depuis 2003 sur la surmortalité en psychiatrie non climatisée, ce serait probablement la mesure la plus rentable en termes de vie sauvée par euro dépensé qu'on pourrait prendre aujourd'hui. La deuxième chose, c'est que le plan national canicule arrête de parler en termes vagues de personnes vulnérables et qu'il nomme explicitement les populations concernées. Ça coûte pas 1 € et ça demande juste de pas avoir peur d'écrire les bons mots dans un document officiel. Même si écrire les bons mots, c'est engageant d'un point de vue de l'action publique. Et donc on y ajoute les personnes sous antipsychotiques, sous antidépresseurs tricycliques, sous anticholinergiques, les personnes autistes, psychiatrisées au long cours, trisomiques, polyhandicapées, résidentes d'institutions médico-sociales, TDAH adultes, les personnes vivant avec une dysautonomie, un syndrome des lèvres dans l'os hypermobile, un Covid long. Nommer, c'est rendre ciblable, c'est rendre budgétisable, c'est rendre possible l'action spécifique qu'on refuse aujourd'hui en préférant le flou. Le troisième, c'est des campagnes de sensibilisation du grand public qui parlent de ces sujets-là spécifiquement. Des campagnes qui expliquent aux familles que leur proche sous neuroleptique a besoin d'un accompagnement thermique renforcé dès qu'il fait chaud. Chaud, c'est à partir en gros de 26 degrés pour les personnes sous antipsychotiques. Pour la plupart des personnes concernées de tout à l'heure, là, c'est à partir de 28 degrés. Et ces seuils-là que je vous donne, ils sont bien plus bas que les seuils d'alerte canicule officiels qui sont calibrés sur des populations en bonne santé. Donc par définition, l'alerte, elle devrait déjà être là avant l'alerte.
Cette troisième chose, c'est ce que je veux essayer de faire ici, et que malheureusement, on voit pas l'État faire. Et j'ai pas la même portée, hein, donc même si ça vous est utile, ce que je fais, ça suffit pas. C'est-à-dire que regarder mes vidéos à moi et être d'accord, c'est très bien, mais d'abord, ce qu'on réclame, ce sont des campagnes qui expliquent aux aidantes et aux aidants les signes d'alerte spécifiques, mais aussi des campagnes qui s'adressent aux personnes concernées elles-mêmes, mais faites dans un langage qui ne les infantilise pas, qui ne les pathologise pas, et qui ne leur dit pas buvez de l'eau et fermez les volets, mais qui nomme les risques médicamenteux, les risques institutionnels et les risques liés à la dysautonomie. La quatrième chose, c'est la formation systématique des personnels soignants à la clinique thermorégulatrice des populations qui, elles, accompagnent. Parce qu'actuellement, ce que font les équipes en canicule, c'est ce qu'elles peuvent, avec leur bon sens, leur expérience et le peu de protocoles dont elles disposent. Mais la formation initiale des infirmières et des infirmiers psychiatriques en 2026 ne contient toujours pas de module spécifique sur la thermorégulation des personnes sous psychotropes. Et ça, c'est un gros problème. Le personnel soignant, il n'a pas à inventer chaque été une clinique faite tant bien que mal de briques et de broc, parce que ça, c'est quelque chose que les dispositifs de formation devraient leur transmettre. Et le cinquième, c'est qu'il faut de la recherche française sérieuse sur le sujet, parce que vous avez peut-être remarqué quelque chose dans les passages de cette vidéo, c'est que les études que j'ai citées, elles viennent du Royaume-Uni, de Taïwan, des États-Unis, d'Australie, mais pas de France. En France, on a eu Nordon 2009 sur les antipsychotiques, Van den Toren 2004 sur le domicile, et ensuite, c'est quasiment silence radio. Sur la thermorégulation des personnes neuroatypiques spécifiquement, la recherche française est quasiment inexistante. Et ça, c'est un choix aussi. Ça se voit dans la répartition des financements de l'ANR, de l'INSERM et du CNRS. Et c'est tout à fait cohérent avec le premier point, puisqu'on ne cherche pas à savoir ce qu'on n'a pas décidé de protéger. Alors, oui, tout ça, ça coûte de l'argent. Climatiser les établissements médico-sociaux, financer des campagnes, former les personnels, lancer des programmes de recherche, ça fait vite plusieurs centaines de millions d'euros. À l'échelle de mon compte en banque et du vôtre, oui, ça fait beaucoup, c'est des gros chiffres, c'est impressionnant. Mais il va aussi falloir arrêter d'avaler le discours de l'État ne peut pas tout. C'est pas vrai, c'est faisable. On a déjà fait beaucoup plus pour beaucoup moins. Surtout que si on compare le coût que ça aurait au coût de l'inaction, ça devient juste une évidence. Parce que oui, le coût de l'inaction, on peut aussi le chiffrer, hein. On le chiffre même très bien. Le rapport économique de Santé publique France de 2021 parle de plusieurs milliards d'euros de pertes directes et indirectes pour chaque canicule majeure. On le dépense déjà, cet argent. Ce qu'a montré l'été 2022 et que la canicule de 2003 ne disait pas encore, c'est qu'aujourd'hui on ne meurt plus seulement pendant des pics de chaleur. On meurt pendant un été tout entier. La logique caniculaire, elle est progressivement remplacée par une logique d'exposition continue. Les corps qu'on a décrits tout au long de cette vidéo, les corps autistes, les corps traumatisés, les corps sous neuroleptiques, les corps dysautonomes, ces corps-là n'attendent plus un pic de chaleur pour souffrir. Ils souffrent dès que l'été commence. Et l'époque à laquelle on pouvait encore se dire que 2003 c'était une anomalie météorologique, un événement exceptionnel qu'on ne reverrait pas de sitôt, cette époque elle est finie. 2003 c'était pas une anomalie, c'était un avant-goût. C'était une alerte qui, au lieu d'être entendue pour ce qu'elle disait, a été interprétée d'une manière qui nous arrangeait. On en a entendu ce qui nous arrangeait d'entendre, et on a laissé dehors tout ce qui aurait demandé de nommer ce qu'on avait déjà avant pas envie de nommer, et d'agir là où, déjà avant, on n'avait pas envie d'agir. C'est une manière insupportable de s'offrir le confort de pouvoir dire qu'on a agi, sans avoir eu à agir pour celles et ceux dont l'existence dérange notre confort.